Opérateur e-santé. On a vu hier effectivement l'annonce de l'accélération, de la stratégie d'accélération de santé numérique. Mais si cette stratégie est aujourd'hui possible, c'est parce qu'on s'appuie sur un écosystème qui est déjà bien structuré depuis pas mal d'années. Je ne sais pas, Rémi, si tu pouvais faire défiler, je crois, les slides, c'est toi qui as la main. C'est un panorama assez simpliste, mais c'est pour montrer un petit peu les différents acteurs qui existent aujourd'hui en lien avec l'innovation et l'incubation et l'accélération sur la santé numérique. On a des acteurs un peu historiques comme les pôles de compétitivité, les clusters, les SAT, etc., qui sont parmi les pionniers pour construire et structurer l'innovation en France. Et petit à petit, on a vu apparaître des acteurs qui se sont spécialisés davantage sur le secteur de la santé, avec des incubateurs spécialisés, dédiés pour les startups du numérique en santé, et des programmes d'innovation qui sont nés peu à peu, en s'appuyant parfois également sur ces incubateurs. La grande tendance qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des consortiums qui sont de plus en plus larges, qui rassemblent des acteurs finalement d'horizons de plus en plus différents, d'industries différentes, et qui s'appuient de plus en plus sur des partenariats publics-privés pour essayer d'accélérer de manière la plus concrète et durable possible les innovations en santé. Pour commencer, quand on parle d'accélération en santé, évidemment, on pense tout de suite aux incubateurs et aux accélérateurs. Alors aujourd'hui, les mots sont un peu interchangeables. Historiquement, les incubateurs sont plutôt focalisés normalement sur l'émergence d'une idée et d'amener cette idée à la création d'une entreprise, d'une start-up, et les accélérateurs sont là pour se focaliser sur la croissance. Aujourd'hui, on voit que les frontières sont beaucoup plus floues. On a vraiment un continuum de services qui sont assez communs sur ces structures-là, avec des acteurs qui sont généralistes, comme le village VACA ou le réseau d'incubateurs qui ont des antennes un petit peu partout sur le territoire. Le village a une trentaine de villages en France, y compris d'ailleurs à l'étranger. Incubateur est présent sur les principales villes françaises et accompagne, propose à la fois de l'incubation de start-up, la création d'entreprises, et des programmes d'accélération. On a ensuite des acteurs qui se focalisent sur certains secteurs. Je sais qu'il faut aller vite, Rémi, si tu peux juste rester quand même sur ce salon, on va vite les voir. Des acteurs comme Agoranov qui sont pas forcément spécialisés sur la santé, mais de manière plus générale sur la green tech, sur le numérique et la santé. D'ailleurs, ils ont incubé des acteurs comme Doctolib, comme Alan, qui ont plus que pris leur envol par la suite. Des acteurs focalisés véritablement sur les startups santé, avec un incubateur récent, donc qui vient de se lancer, Vallée Sud Bioparc, et le plus ancien TechCare Paris, qui auparavant s'appelait Boussico, et qui existe depuis 2012 et qui a accompagné pas mal de startups dans le domaine de la santé et du bien-être. Et puis enfin, on a des incubateurs qui sont intégrés au plus proche des besoins, au sein notamment des campus hospitaliers, avec l'incubateur IPEPS qui est à l'ICM, à la Pitié-Salpêtrière, donc qui est plutôt attaché aux startups qui développent des solutions pour les maladies du cerveau. Paris Biotech Santé, qui est à Cochin, et un incubateur qui est en train de se développer dans le cadre du projet de transformation de l'Hôtel Dieu, avec un réseau international Biolabs, et donc qui a vocation à, en s'appuyant sur la PHP, à développer des solutions de santé numérique et de s'appuyer sur le réseau professionnel de santé de la PHP pour tester, innover, expérimenter les innovations. Alors, d'autres acteurs se positionnent également sur l'innovation en santé depuis quelques années. Donc Rémi, cette fois, tu peux passer à la suivante. En particulier, les laboratoires pharmaceutiques. Alors, on voit que dans les années 2000, ils ont testé plutôt des formats un peu agiles, comme des hackathons. On sait tous maintenant ce que c'est 2 jours où les équipes se forment autour d'une thématique, une rupture de parcours de soins ou une aire thérapeutique, et qui vont créer des équipes, cogiter, et à la fin pitcher pour que des solutions émergent et des idées. Souvent, on s'aperçoit que dans le temps, ces projets ne sont pas forcément pérennisés, portés. Il y a eu un essoufflement de ces formats-là. Autre dispositif qu'on a vu se développer, des laboratoires d'open innovation, avec notre entreprise de Sanofi, Biome de Novartis, WeHealth, qui est peut-être un peu différent. Et là, l'idée, c'est plus de porter de l'acculturation
au sein d'ailleurs des industries, et ce sont plus des lieux d'échange pour faire se rencontrer les acteurs, mais de manière un peu plus pérenne, de créer des occasions, de faire naître des idées et de porter un peu la cause auprès à la fois des utilisateurs et des collaborateurs de ces industriels. Et donc, on va dire que l'étape suivante, c'est aujourd'hui des programmes qui se structurent autour soit d'aires thérapeutiques, autour de thématiques, pour lancer un accompagnement avec chaque année des appels à projets différents ou des séries différentes de startups pour un accompagnement de type accélération pendant 9 mois. C'est-à-dire que Realize d'AstraZeneca est par exemple focalisé sur l'innovation en santé autour de l'oncologie. Pfizer Healthcare Hub est incubé par l'IPEPS et travaille de manière plus générale sur la santé digitale et les solutions de santé numérique. Et donc, chaque année ou chaque cycle, un jury va sélectionner sur la base de candidatures des startups et elles seront accompagnées pendant le plus souvent entre 6 mois et 1 an, avec la possibilité d'accéder à des expertises au sein du labo, d'accéder à des expertises aussi institutionnelles et à des locaux, à des supports variés. Rémi, prochaine slide. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer celle-ci, désolée pour la BPI, et s'attacher plus spécifiquement justement aux nouvelles tendances qu'on voit aujourd'hui, avec des initiatives en fait qui sont beaucoup plus larges et abouties, comme par exemple Future for Care, qui est en fait une société qui aujourd'hui est créée par Capgemini, Generali, Orange et Sanofi. L'objectif étant de créer un véritable lieu d'échange à vocation internationale où les différents acteurs de l'innovation en santé vont pouvoir se rencontrer. Donc là encore, des locaux, des conférences, avec quelques spécificités comme la mise en place d'un institut qui a vocation à diffuser la connaissance en santé numérique et même à créer un label de référence. Alors aujourd'hui, on ne sait pas beaucoup plus, mais est-ce que cela veut dire qu'on va aller vers des acteurs, incubateurs qui vont évaluer ces solutions, qui vont se positionner finalement sur la prescription au sens large? C'est ce qu'on commence à voir. D'autres gros consortiums comme celui qui a été lancé donc, par Paris Santé Campus notamment, l'ARIS, France Biotech et plusieurs laboratoires pharmaceutiques et acteurs de l'assurance, et qui est focalisé sur les solutions qui ont vocation à répondre aux ruptures de parcours en santé mentale. Donc aujourd'hui, on voit que les acteurs qui participent à la diffusion, au déploiement des solutions numériques en santé, s'organisent, se structurent, coopèrent, y compris sur des partenariats qu'on voyait peu avant, c'est-à-dire plusieurs laboratoires pharmaceutiques ensemble, des partenariats publics-privés, et essayer d'installer cette innovation dans la durée. Et donc pour finir, pour voir un peu plus loin aujourd'hui, vers quoi on tend, des dispositifs qui sont là pour structurer encore davantage l'écosystème, donc pour le pérenniser encore plus. Alors, les pôles de compétitivité, qui sont toujours là et qui aujourd'hui viennent appuyer des acteurs majeurs comme l'Agence du numérique en santé et son guichet national, Genius, pour accompagner les créateurs et surtout les guider. On a vu que l'écosystème est très riche, il y a beaucoup d'acteurs un petit peu partout pour le financement, pour l'accélération, l'incubation, et donc il faut finalement aider les entrepreneurs à trouver la bonne voie par rapport à leurs propres besoins et leur propre marché. Des projets comme l'association filière intelligence artificielle et cancer, dont va nous parler évidemment M. Breton beaucoup plus en détail. Donc c'est juste pour donner une idée de la tendance. On est vraiment sur des partenariats publics-privés qui sont très novateurs. On a là des acteurs institutionnels, des acteurs publics, qui s'allient à des industriels pour essayer de rassembler les ressources, notamment autour des données de santé, pour qu'on ait un espace d'innovation qui soit beaucoup plus performant, notamment sur les données de santé en oncologie, que l'on puisse mettre en commun les données issues de plateformes de recherche privées et les données issues de plateformes de recherche publiques. Et donc enfin, Paris Santé Campus, dont va nous parler Antoine Tenière, qui est là encore un projet absolument majeur, qui a vocation à s'installer au Val-de-Grâce en 2028, mais pour l'instant, qui va s'installer dans des locaux
dans le 15e, si j'ai bien compris, et donc qui est là pour instaurer un lieu, là encore à vocation européenne, mondiale, de recherche, de formation, d'incubation en santé numérique. Un incubateur sera d'ailleurs accueilli au sein des locaux. L'idée étant de structurer un peu tout cet écosystème, d'aller associer les associations, les réseaux d'incubateurs, les filières comme la French Tech, pour que tout s'organise et que cette innovation aille dans le même sens, pour éviter un peu cet éclatement qu'on a pu voir pendant des années, qui finalement diffusait un peu trop les ressources. Voilà, donc je vais laisser la parole à Antoine. J'espère que je n'ai pas pris trop de ton temps. Merci encore. Et donc, la présentation maintenant de Paris Santé Campus avec Antoine Thiennière. Alors, merci. Merci. Vous pouvez partager, Antoine. Ouais. Alors, hop. Là, pour l'instant, je n'ai pas la main sur le partage d'écran. Attendez. Bon, en attendant que ça se règle, merci beaucoup Céline de ce panorama. Et je trouve qu'il illustre bien l'état des lieux aujourd'hui. On voit qu'il y a un dynamisme majeur. On voit que persiste une relative segmentation qu'on voit d'ailleurs dans le système de santé de façon générale, et que derrière l'engagement de beaucoup d'acteurs, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient institutionnels, que ce soit des grandes entreprises, des startups, etc., il y a un enjeu à créer des ponts et à donner vraiment des directions communes pour avoir un ensemble qui soit cohérent et qui permette d'aller vraiment au niveau de l'ambition qu'on porte et au niveau de l'ambition de l'imaginaire collectif sur la santé française. Voilà. Et j'ai envie de dire, ça a été, alors c'était quelque chose qui était préexistant à la crise Covid, ça a été renforcé et accéléré par la crise Covid, et notamment sur les enjeux numériques, puisqu'on a vu la mise en place d'initiatives extrêmement importantes et pour certaines qui ont été des vraies réussites. Certaines ont été soulignées notamment hier pour les 1 an de la plateforme Genius par les différents ministres qui se sont succédés. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre justement comment est-ce qu'on sort de cette crise et ce qu'elle va amener pour nous accompagner à structurer justement tout cet écosystème. Et Paris Santé Campus est une partie de la réponse à ce constat et à cette question, en créant un pôle unique au monde de recherche, d'entrepreneuriat, de formation et d'innovation pour la santé, qui a vocation justement à créer un nœud de réseau et à agréger ou à fédérer un grand nombre d'acteurs et à catalyser vraiment l'accélération des stratégies autour du numérique en santé. L'idée est évidemment pas de dire on va faire plus, mieux ou à la place des autres, mais vraiment bien de fédérer toutes les initiatives que tu as bien décrites, qui sont tous excellentes, qui ont une histoire importante, certaines ont été pionnières, certaines ont accompagné des grands acteurs, tu l'as mis en avant, et donc c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut agréger et rassembler ces acteurs-là et se mettre avec un ensemble qui est coordonné, vraiment dans une logique de pôle international extrêmement visible, comme on parle souvent de Boston pour la biotech, de Pékin pour la deep tech ou de Cambridge, etc. Et donc la France soit reconnue vraiment comme un leader mondial de ces enjeux de numérique en santé. Donc à travers cette ambition, l'idée, hop, alors attendez, est-ce que je vais arriver à passer mes diapos? Vous voyez toujours l'écran, oui? Super. L'idée qui avait été portée par le président de la République il y a un petit peu moins d'1 an lors de l'annonce de Paris Santé Campus, c'était vraiment d'arriver à rassembler les meilleures forces autour du numérique en santé, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le soin, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'expertise industrielle française, dont tu as cité une partie des grands acteurs, et d'y associer toutes les grandes institutions pour mettre en place un environnement, un écosystème très, très bénéfique pour le développement de ces enjeux numériques en santé.
à la fois, je l'ai dit, pour une question de visibilité internationale, mais aussi pour arriver à accompagner la transition numérique du système de santé dans une situation dont on sait qu'elle est aujourd'hui très régulée et que du coup, elle a besoin de la puissance publique pour avancer de façon rapide. Les 4 grands objectifs qu'on va chercher à développer au sein de Paris Santé Campus, c'est accompagner l'acculturation à la question de la donnée en stimulant la production, l'exploitation, la valorisation des données de santé dans des objectifs de recherche, de soins et d'innovation. Ça, c'est un premier pan vraiment important. Le deuxième, c'est de créer les talents de demain pour les filières numériques en santé et soutenir la formation d'excellence autour de ces enjeux du numérique en santé. Ça passe par la mise en place de formations dédiées, par l'ouverture des cursus santé, médecins, infirmières, aides-soignants, etc., vers des disciplines qui sont complémentaires, data scientist, ingénierie, économie, sociologie des données, etc. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire acculturer ces métiers-là aux enjeux de santé pour créer des vrais visiers d'expertise. Un troisième impact fort qui est la création de valeur économique à travers justement une suite de solutions pour l'accompagnement des entreprises, qu'elles soient à des stages très jeunes ou à des stages de développement de croissance forte, voire de PME, TI déjà stabilisées, accompagnées par des grands groupes industriels qui viendront participer justement à cette création de valeur. L'idée étant là aussi, au-delà d'être pionnier dans l'innovation en santé, de créer des entreprises et des emplois. Et puis garder en tête le 4e objectif, qui est vraiment la boussole intégrale de Paris Santé Campus, qui est de l'amélioration des stratégies de prise en charge médicale, l'intégration optimale des outils numériques et des usages dans le système de santé et l'amélioration du système de soins avec un patient qui est au cœur du système, évidemment comme prescripteur, notamment via les associations d'usagers, de ces évolutions du numérique en santé, avec un enjeu fort d'information et de médiation citoyenne sur les questions des données de santé, de leur sécurité, de leur valorisation et des garanties que peut poser une société en France dans un modèle européen vis-à-vis d'autres pays qui ont des logiques qui sont complètement différentes quand on compare à l'international, les stratégies qui sont développées par exemple par les États-Unis ou par la Chine. Donc il y a aussi la volonté d'arriver à proposer un modèle souverain qui puisse être, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, un modèle qui peut avoir vocation à s'étendre à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir un site emblématique qui va faire converger toutes ces expertises, que ce soit la recherche, le soin, que ce soit l'éducation, la formation, les stratégies autour des données et puis l'innovation, pour faire en sorte de faciliter les échanges, les rencontres et les synergies à travers tous les acteurs que tu as parfaitement listés, mais qui sont aujourd'hui, en fait, au-delà d'être sur une diapo rassemblée dans ta présentation, éclatés sur beaucoup de structures et avec des liens qui sont parfois limités. Je trouve que l'exemple qu'on a porté à travers le consortium qui a permis de mettre en place Impact est un bon exemple de ce qu'on peut arriver à rassembler comme acteurs à travers des grandes questions de santé publique. On l'a fait avec la santé mentale, mais on pourra le faire avec beaucoup d'autres enjeux, les maladies rares, les maladies infectieuses, pour essayer de dire qu'on va rassembler des acteurs dans une grande direction et les mettre tous ensemble pour essayer d'apporter des solutions à des problématiques qui sont réelles pour la société. Ce programme Paris Santé Campus, il a vocation, tu l'as dit, à s'installer dans l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, qui est un bâtiment emblématique, qui a une histoire forte, un fleuron de la médecine française, que paradoxalement peu de gens connaissent parce que c'est un site militaire qui est peu ouvert, hein, donc on connaît le nom, mais on ne connaît pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce site, il a vocation à rassembler 5 grands opérateurs publics, à accueillir 4 instituts de recherche qui sont déjà constitués, plus d'une centaine d'entreprises à travers un incubateur qui sera effectivement plus grand que Station F, dédié à la santé, donc un des plus grands incubateurs santé au monde, et à accueillir quotidiennement plus de 3000 personnes, que ce soit des chercheurs, des étudiants ou des entrepreneurs sur le site, pour un budget de réhabilitation de l'ensemble qui va probablement dépasser un petit peu 360 millions d'euros, qui était l'estimation initiale. Et donc, il y a un petit peu de temps pour arriver à mettre à niveau ce site qui est aujourd'hui utilisé par le ministère des Armées. Et donc, on est sur une échéance
qui est à plusieurs années. Et comme tu l'as très justement dit, pour démarrer dès maintenant les activités, on va engager nos 5 grands opérateurs dans la mise en place d'un site dans le 15e arrondissement qui fera déjà 20 000 m² et qui pourra permettre de commencer les activités. Alors, les opérateurs qui sont assemblés aujourd'hui pour porter Paris Santé Campus, vous avez là les opérateurs fondateurs. Donc, il y a 2 grosses structures nationales de recherche, une sur la santé, une sur l'informatique. Une université d'excellence qui est l'université PSL, Normal Sup, le SPCI, Dauphine et beaucoup d'autres établissements reconnus. Le Health Data Hub que je ne présente pas, l'Agence du numérique en santé. Et donc, à travers ces 5 membres fondateurs, on agrège en fait beaucoup de structures qui vont être pour certaines dans le soin, pour certaines dans l'industrie, pour d'autres dans les institutions, dans les associations, dans un panel complet de collaboration. L'idée étant encore une fois d'arriver à fédérer les bonnes initiatives et de pouvoir porter ensemble des projets, des grandes directions et d'accompagner les politiques publiques qui sont portées par les 2 ministères de tutelle, le ministère des Solidarités de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, c'est vraiment une dynamique d'ensemble qu'on essaye de mettre en place. Pour l'instant, on a la chance d'avoir grand enthousiasme de l'ensemble de l'écosystème qui voit justement une initiative qui permet d'arriver à structurer l'existant et puis d'arriver à comprendre comment dans tous les acteurs, on va pouvoir trouver les bons recours, les bonnes personnes, la bonne façon d'avancer pour porter un projet de recherche, pour porter une innovation en soins ou pour créer une start-up. L'avantage étant que dans Paris Santé Campus, tout est rassemblé sur site ou à disposition sur une plateforme pour ceux qui ne seraient pas forcément à proximité du site. Au cœur de la recherche de Paris Santé Campus, il y a 4 grands instituts autour des enjeux numériques. Prairie, que vous connaissez et que je ne vous présente plus, sur l'intelligence artificielle. Un deuxième institut qui se met en place qui s'appelle Cubio et qui permet de modéliser le vivant et de créer des jumeaux numériques à l'échelle de la cellule, de l'organe, pour comprendre les fonctions, pour déterminer les impacts de la pathologie et des thérapeutiques, qui est porté par l'École normale supérieure. Un institut qui s'appelle Physics for Medicine, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Michael Tanter, qui est une pépite internationale sur l'imagerie, notamment par ultrasons, qui est en train de révolutionner ce secteur-là et qui incarne vraiment bien l'esprit qu'on veut donner dans Paris Santé Campus, c'est-à-dire que à chaque fois que les chercheurs font une grande découverte, eh bien, ils créent une entreprise. Et donc, ils ont comme ça plusieurs entreprises qui existent depuis plusieurs années pour certaines, qui sont leaders et qui amènent des solutions de référence sur le marché médical et qui permettent de faire cette chaîne qu'on veut valoriser entre la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment un des éléments importants. Et puis, le dernier qui permet d'avoir une vision transversale sur la question des données, c'est un institut de recherche sur les enjeux éthiques, sociologiques, économiques et philosophiques des données en santé et qui permet justement d'accompagner tous les enjeux de médiation autour de ces questions de données de santé. Donc ça, c'est les 4 instituts qui existent aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres qui vont se construire dans le temps. En tout cas, c'est ce qu'on va chercher à valoriser. Et donc, c'est des cœurs d'expertise vraiment forts autour de Paris Santé Campus. Évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ambition internationale. Une première étape, c'est d'arriver à structurer et rationaliser l'écosystème français, puis à lui donner une vraie identité autour de l'implication dans le numérique en santé. Et puis ensuite, c'est d'aller monter des collaborations, être présent sur les grandes institutions et sur les grandes innovations à l'échelle internationale, en passant d'abord à l'échelon européen, qui est vraiment un terrain de jeu extrêmement important, et d'être capable de se monter au niveau des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou d'autres sur ces enjeux de numérique en santé. Évidemment, à l'échelle de ce premier site, l'idée, c'est d'avoir une expertise qui est unique au monde dans sa composition et dans son rassemblement sur un site à portée de chacun et de pouvoir mettre à disposition à travers les 5 opérateurs et à travers tous les partenaires qui vont venir sur Paris Santé Campus, des guichets d'accès simplifiés à des experts sur la recherche, à des experts sur le soin, à des institutions, à des directions centrales pour comprendre les régulations, les enjeux d'accès au marché, etc. Et d'arriver à faire comme ça un point d'entrée facilement identifiable pour tous ceux qui voudraient porter un projet, une idée ou une innovation sur le numérique en santé.
Et donc, dans ce premier site qui sera dans le 15e arrondissement sur 20 000 m², il y a déjà les 5 opérateurs publics qui sont associés pour porter cet ensemble. Il y a les 4 instituts de recherche dont j'ai parlé. On aura à peu près 1000 personnes, un petit peu plus par jour sur site, avec des espaces de coworking, de rencontres et toute une stratégie d'événementiel et d'animation. Le but étant de créer un maximum d'échanges et de synergie à travers les différentes structures qui seront présentes et à travers les différentes personnes qui sont présentes. Un peu plus de 50 entreprises qui sont accueillies physiquement, mais évidemment un réseau de collaboration et de partenaires entrepreneuriaux qui sera très dense et qu'on est en train de composer. Et puis, des guichets d'accès qu'on a appelés les Genius Bar ou les espaces de consultation, notamment pour l'accès au Health Data Hub et à l'agence du numérique en santé et pour tous les sujets justement des entrepreneurs sur la question des données de santé. Donc voilà une vue d'architecte qui est pas loin de ressembler à la vue réelle. L'immeuble est en train d'être rénové et donc dans quelques semaines, on installe les premiers bureaux à partir du 17 novembre. Et puis, on aura une inauguration, je pense, au niveau des annonces qui devrait intervenir entre le 1er et le 15 décembre, ce qui permettra de donner une visibilité complémentaire à l'ensemble et notamment à l'actualité autour du numérique en santé qui est déjà bien dense en ce moment, comme l'a rappelé Céline. Donc voilà, c'est dans cet ensemble qu'on veut créer cette grande maison du numérique en santé où tout le monde pourra interagir, se rencontrer, porter des projets et puis trouver des solutions aux problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui. Quelques vues de l'ensemble. Il y a évidemment de grands espaces d'événements, des auditoriums, des salles de formation, et puis tout ce qu'il faut pour en créer vraiment un espace de vie autour du numérique en santé, avec une académie et des programmes de formation dédiés pour les entrepreneurs. On n'a pas oublié les start-upers, on a même fait les suites Paris Santé Campus, comme vous voyez, et tout un programme à la fois transversal sur les aspects business et entrepreneuriat, mais aussi expert sur les enjeux recherche et soins, pour que chacun puisse trouver la bonne expertise sur des questions autour de l'imagerie, autour de la biologie, autour de la génomique, autour des cohortes nationales, avec à disposition l'accès à l'ensemble des structures INSERM, INRIA, Health Data Hub, Agence du numérique en santé, plus ce qu'on met en place à travers les projets collaboratifs. Et l'initiative Impact est un bon exemple justement de la puissance qu'on peut avoir quand on met ensemble ces différents opérateurs. Voilà, et puis donc tout un programme d'accompagnement qui se met en place. Là aussi, l'idée n'est pas de dire on va faire de l'incubation à la place de ceux qui font déjà depuis longtemps et qui font très bien. Et on a été discuté avec TechCare, on a été discuté avec Paris Biotech Santé, on a été discuté avec Agoranov, avec Station F en disant on veut s'insérer en complémentarité par rapport à ce que vous faites. Travaillons ensemble pour mettre en place des liens dans l'accompagnement des entreprises, des continuités dans la croissance et avoir vraiment des initiatives qui soient communes et qui permettent de faire grandir l'ensemble et de ne pas être ni en concurrence ou dans des logiques où finalement on se parlerait pas. Et voilà. Et donc, de ce point de vue-là, on a eu un très bon accueil de toute l'expertise, notamment sur ces sujets entrepreneuriaux, et c'est un vrai plaisir de pouvoir développer ces initiatives dans ce contexte avec encore une fois un moment qui est assez inédit, à la fois dans l'implication des pouvoirs publics dans les politiques pour faciliter l'innovation de façon générale en santé. Je ne vais pas reciter la feuille de route du numérique en santé, le plan innovation 2030, les investissements inédits qu'il y a dans le Ségur et puis la stratégie d'accélération. Et puis, comme en complément de ces politiques publiques, des investissements qui sont massifs pour accompagner justement l'innovation en santé de façon plus spécifique les enjeux numériques. Voilà. Donc, notre responsabilité, en tout cas celle que nous, on essaye de porter avec l'ensemble de l'écosystème, c'est d'arriver à se servir de ces éléments comme un tremplin, comme un moment historique pour faire progresser tous les enjeux numériques autour du système de santé. Voilà un peu les grandes lignes et les grandes ambitions qu'on met en place. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les programmes, mais ça vous donne une première approche de ce qu'on essaye de fédérer et de construire dans cet écosystème. Beaucoup de gens ont retenu que Paris Santé Campus, c'était le Val-de-Grâce dans quelques années. Il y a une vraie accélération sur ce premier site qui ouvre dans quelques semaines. Vous êtes évidemment les bienvenus pour venir le visiter. On pourra faire une petite visite
en vraie vie du club digital santé. Et puis évidemment, au-delà de la visite qu'on pourra organiser, vous avez compris que c'est un endroit qui est ouvert sur les expertises, qui est ouvert sur les professionnels de santé, sur les entrepreneurs et au-delà de ça, sur la société. Et donc, voilà, c'est vraiment un objet commun qu'on a vocation à faire vivre tous ensemble. Et donc, on sera ravis si vous pouvez nous aider et contribuer à faire grandir ces initiatives. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Je suis ravi de répondre à quelques questions. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps, comme ça a été dit, puisque j'ai en parallèle une réunion de concertation publique à laquelle je dois être dans quelques minutes. Merci Antoine, en tout cas, merci de l'invitation. Et puis en tout cas, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est cette notion de maillage finalement de tous les acteurs et de ne pas être un énième finalement, une énième initiative. C'est quelque chose qui va venir finalement un petit peu créer de la cohésion entre tous les acteurs déjà présents. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions pour Antoine ou pas? En attendant, peut-être, moi j'en aurais une sur, finalement, il y a 4 grands fondamentaux, on a vu. Est-ce qu'il y en a un qui paraît prioritaire ou pas? Est-ce que c'est, je sais pas, la formation, par exemple? Et sur la formation, est-ce que c'est former les médecins à la tech ou former la tech à la santé? Ou est-ce que c'est les deux? Alors, je vais reprendre dans l'ordre inverse, donc les deux, mon général. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet d'acculturation et de rencontre. On a mis en fait les bases de ces parcours communs à travers la réforme des études de santé en cassant un peu les silos et en permettant des doubles parcours avec le système de majeurs et de mineurs qui est pour l'instant complexe à mettre en place dans une vision un peu classique des études de santé, mais qui va porter ses fruits et qui permettra justement d'avoir des cursus avec une teinte santé pour des ingénieurs ou avec une teinte ingénierie ou philosophie pour des médecins, l'idée étant de diversifier aussi les profils et les compétences. Et donc ça, c'est vraiment un maillage qu'on va mettre en place. Il y a quelques initiatives pilotes dans quelques universités. L'idée ensuite, c'est de passer à l'échelle. Et la formation est évidemment un des axes importants, mais j'ai envie de dire, il y a, enfin, peut-être dans les 4 éléments que j'ai mis, à mon avis, le plus important, mais qui a vraiment un élément profond, c'est l'enjeu d'amélioration du système de santé, du service rendu pour les patients et qui sous-tend l'ensemble. Et après, il y a recherche, soins, innovation, entrepreneuriat et formation qui sont vraiment nos axes forts et qui finalement sont très, très coordonnés parce que la recherche est liée à la formation, que l'entrepreneuriat va s'enrichir du soin, etc. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Antoine avant de le libérer? Non, bah, pas d'autres questions. Donc, si Antoine, n'hésitez pas s'il y a des remords, je suis facilement joignable par mail, Très par bien. LinkedIn. Voilà, Rémi peut diffuser mes coordonnées sans aucun problème et je serais ravi de pouvoir discuter plus en détail de tout ça. Très bien, bah, de toute façon, on a noté, on pourra venir faire une visite du coup des locaux dès qu'ils sont Avec le opérationnels. cocktail sur la terrasse. Ah, super. On a notre IRL d'été, c'est parfait. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation et désolé d'être obligé de vous laisser. Merci beaucoup, Antoine. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Je propose maintenant de continuer sur ces sujets, donc avec Thierry Breton, qui est le directeur général de l'Institut national du cancer, qui va nous parler un peu de cette nouvelle association qui est une filière autour de l'intelligence artificielle et du cancer, et qui regroupe des acteurs à la fois publics et privés. Bah, Thierry, je vous laisse la parole, et puis n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on pourra les transmettre à Thierry. Ouais. Merci beaucoup de ce temps pour présenter ce projet. Alors, je n'ai pas de PowerPoint, moi je suis désolé, donc je vais le faire a cappella, un peu à l'ancienne. Comment dire, voilà, on a donc ce projet-là effectivement qui aboutit après un travail assez long et qui en fait est dans la genèse est intéressante en ceci qu'on a cherché nous aussi à savoir comment on pouvait se positionner sur le sujet des data de manière complémentaire et apporter une valeur supplémentaire à des choses qui existent déjà, qui sont parfois nombreuses, bien structurées et avec lesquelles il faut évidemment s'articuler plutôt que de refaire ou de réinventer la poudre. Donc évidemment, on a à l'Institut national du cancer historiquement développé ce qu'on appelle une plateforme de données en cancérologie qui en fait
au jour d'aujourd'hui, une plateforme qui recense l'ensemble des données du SNDS, mais que sur la cancérologie, avec toutes les dépenses, les séjours, toutes les données médico-administratives qui existent en matière de cancéro, avec une profondeur historique qui est de 7 ans, qui sera de 20 ans. Et donc, on se demandait comment on pouvait, on est évidemment utilisateur de cette plateforme, valoriser cette plateforme, en bonne articulation, bien sûr, avec le hub, mais je vais revenir sur le détail. Et c'est autour de cette idée-là de la valorisation des données, de l'utilisation de ces données, pas uniquement par les acteurs publics, mais aussi par les acteurs privés, que l'idée part, mais avec un constat qui vient immédiatement, qui est en fait pour nous, il y a 2 enjeux qui sont majeurs autour de ça. C'est ces données sont quand même d'une complexité assez forte. Elles ont un sens, une signification qui est parfois loin d'être évidente. Et leur utilisation, en fait, suppose une adjonction de disciplines ou d'expertise complémentaires entre évidemment ceux qui sont plutôt orientés sur la manipulation des données, data manager, data scientist, et des cliniciens. Car en réalité, on voit bien que la signification médicale des données est parfois un peu, en tout cas, hermétique, et qu'on a besoin de cliniciens pour les interpréter et donner le sens qui convient pour les qualifier. Donc, on part de ce constat-là, on part de cette idée-là, mais avec ce constat immédiat. Et le deuxième constat, c'est que on a la chance en France, donc déjà d'avoir le SNDS, hein, donc, qui est quand même une pierre fondatrice et un pilier absolument incroyable, qui nous distingue à bien des égards de nos collègues européens ou d'autres pays. Et on a la chance aussi d'avoir un système de soins qui, même si aujourd'hui ce n'est pas suffisamment organisé, produit beaucoup de données. Et quand on regarde le périmètre du SNDS et qu'on regarde ce qu'on pourrait faire, et en termes d'extension du SNDS, on pourrait faire énormément de choses. Et donc, on s'est dit que finalement, il fallait que donc, cet objet-là, qui est un peu compliqué, qui est très ambitieux, qui est autour du développement de la donnée et de sa valorisation, on avait difficilement la possibilité de le porter seul à l'Institut national du cancer. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut national du cancer, mais une agence nationale qui coordonne l'ensemble des politiques de lutte contre le cancer et la mise en œuvre de la stratégie décennale. Mais on est face à des enjeux qui sont très importants, très forts, très compliqués. Il y a des enjeux organisationnels et financiers. Et on arrive vite à la conclusion que cette ambition-là, qui est louable, elle est difficilement atteignable seule par un des partenaires publics et qu'il faut s'associer à des partenaires privés. Donc, on part de ça, de ce constat-là, et on dit, donc sur cette idée de valoriser, d'avoir un accompagnement sur l'utilisation des données, de ensuite s'organiser pour aller travailler avec les différents producteurs de données pour organiser ces données, les rendre interopérables et demain, on l'espère, intégrer la plateforme de données en cancérologie, hein, donc dans une logique de médicalisation. Et de ce besoin-là, en fait, va naître donc le projet qui s'appelle Filière Intelligence Artificielle et Cancer, qui est une association de loi 1901 tout à fait classique, hein, qui est dotée d'une mission d'intérêt général. Et sa mission d'intérêt général, c'est de favoriser l'utilisation des données avec les conditions que je viens d'évoquer dans le développement de solutions qui, in fine, partent ou en tout cas bénéficieront aux patients. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette association. Et c'est aussi important pour nous dans la discussion avec les laboratoires, mais aussi dans la façon de présenter le projet. Hein, c'est que, en fait, bien sûr, nous ne raisonnons pas de la même manière que nos collègues des laboratoires, mais nous n'avons pas les mêmes problématiques, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas la même démarche économique. Pour autant, on a un objectif qui est le même, hein, c'est d'apporter des solutions aux patients. Donc, un dans un cadre économique et industriel, l'autre dans un cadre public, et chacun dans ses responsabilités. Donc, on voit bien qu'au fond, on arrive assez facilement à converger sur cet objectif qui est
qui est partagé. Et donc, on crée cette association en réunissant des fonds publics avec 8 laboratoires fondateurs qui apportent 8 millions d'euros, des fonds publics apportés par BPI, à peu près 8 millions d'euros aussi, donc 1 pour 1. Donc, pour nous, une incarnation importante du fait que la prise de risque est partagée entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc, on a 1 euro pour 1 euro. Et pour constituer cette association qui va, en fait, répondre à une partie des objectifs que j'ai fixés. Et donc, la partie, c'est celle qui consiste à faire en sorte que ces données soient utilisées, mais qu'on soit aussi comme qu'on propose aussi un accompagnement dans l'utilisation de ces données. Et donc, ces laboratoires, mais ensuite, toute entreprise de toute taille, et évidemment, on pense aux startups, pourront présenter un projet d'utilisation de ces données dans le cadre d'un de leurs développements, que ce soit le développement d'un médicament, développement d'un dispositif médical, de tout type de solutions thérapeutiques, diagnostiques, de tests qui pourraient être intéressantes et concernant le champ de la cancérologie, et qui, pour ce faire, a besoin d'un certain nombre d'éléments dans sa phase de développement qui sont aujourd'hui disponibles dans la plateforme de données en cancérologie et qui seront disponibles demain avec des nouvelles sources que je vais préciser. Et donc, cette association va ainsi examiner et à programmer une 50aine de projets qui sont dits PRC, donc qualifiés de PRC, des projets de réutilisation des données en cancérologie, et qui vont être portés et présentés par des laboratoires dans le cadre de leur développement. Donc, on a déjà quelques projets qui existent et dont un, par exemple, est pour mieux connaître l'efficacité thérapeutique sur un traitement dans le cancer du poumon, le dit traitement ayant été prescrit ou en tout cas autorisé dans le cadre d'une ATU. Un autre laboratoire est en train de développer une molécule dans le cancer du sein et voudrait mieux connaître les parcours pour la positionner dans les stratégies thérapeutiques. Voilà quelques exemples. Et donc, cette association va donc examiner ces projets-là, qui vont être présentés par les laboratoires fondateurs, mais par d'autres entreprises, d'autres laboratoires également, et donc va apporter un accompagnement qui est un accompagnement technique, la capacité aussi qui est apportée par l'Institut de mobiliser des cliniciens et des gens qui sont capables de donner le sens de la donnée et de la replacer par rapport au projet qui est présenté par le laboratoire. Ces projets-là, portés par les industriels, vont eux-mêmes générer des données. C'est aussi un point important dans l'équilibre qui est construit dans cette association, c'est que la production de données ou la genèse de données dans les projets industriels, une partie de ces données-là seront partagées et mises à disposition sur la plateforme de données en cancérologie, c'est-à-dire seront exploitables par d'autres. Alors, ça se fera bien évidemment dans le respect de tout ce qui concerne le droit de la concurrence, de la propriété industrielle et tout cet encadrement-là, mais il y a ça au fond, c'est-à-dire c'est aussi ce projet-là une incitation des industriels à développer et à produire des données qui ensuite vont être utiles et être partagées. Donc ça, c'est la mécanique, je dirais, de base de cette filière intelligence artificielle et cancer. On a dans la feuille de route prévu une montée en charge avec à peu près 50 projets sur 5 ans. On sait qu'on les aura à peu près. On n'est pas totalement sûr de la montée en charge et du rythme que l'on va rencontrer, parce que c'est un objet très nouveau. Donc, même si on a fait quelques prévisions, la prévision est quand même un art difficile. Et donc, on va la faire vivre petit à petit, comme ça, en essayant de l'ouvrir et en associant, je le disais, les acteurs qui sont notamment les acteurs des startups ou des représentants. On a au conseil d'administration France Biotech. Au fond, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est rendre notre territoire, le territoire français, par la présence de ces données qui permettent, qui sont dans cette collection assez unique au monde, de rendre le territoire attractif aussi pour le développement d'essais cliniques sur notre territoire. Et plus d'essais cliniques
plus d'essais cliniques en France et plus de solutions thérapeutiques pour les malades. Et donc, évidemment, c'est un enjeu important pour nous. Alors, on a donc dans cette association une logique qui est assez claire, qui est autour de cette mission d'intérêt général, et une gouvernance qui est attentive à un certain nombre de points auxquels nous sommes attachés, particulièrement du côté de la sphère publique, hein, mais aussi du côté des laboratoires, et que la condition pour qu'une telle association fonctionne, c'est qu'elle soit créditée d'une certaine confiance, voire d'une confiance assez importante de nos concitoyens sur ce qu'elle fait et sur ce à quoi elle sert. Les données de santé, mais je ne vous apprends rien, sont à la fois une espèce d'Eldorado et une ruée vers l'or, entre guillemets, que tout le monde essaie d'entreprendre, mais c'est aussi un sujet d'inquiétude, ou en tout cas de préoccupation, hein, pour nos concitoyens, qui peuvent s'interroger légitimement sur l'usage qui est fait des données qui les concernent et qui concernent leur parcours et leur trajectoire de santé. Et donc, cette association, elle a vraiment, dans son mode de fonctionnement, un point de vigilance très très fort qui est inscrit dans les statuts, c'est le respect du bon usage des données, le respect de la réglementation sur les données de santé, le fait que les projets qui sont présentés servent bien la finalité que j'ai décrite, qui est celle d'intérêt général, qui est d'être utilisés pour développer des solutions thérapeutiques nouvelles demain, des nouveaux dispositifs, des nouveaux tests, des nouveaux médicaments, tout ce que l'on veut. Mais cette finalité-là est très importante. Pour nous, c'est un point important. On sait que on a vu un peu l'actualité sur le sujet, vous l'avez vu forcément aussi, c'est des sujets qui sont assez polémiques. Il y a eu une émission, avant même de cette émission de Cache Investigation des Lucé, en juillet dernier ou en juin dernier, le sujet était déjà assez sensible. Donc, c'est un sujet qui est très sensible. Je passe sur les discussions sur où sont les données dans le cloud, pas dans le cloud, aux États-Unis, pas aux États-Unis. Bon, c'est des sujets qui sont délicats et on ne peut décemment avancer sur ce sujet-là en confiance avec nos concitoyens qu'en leur démontrant que nous en ferons un bon usage. Et donc, cette association, la puissance publique, joue en quelque sorte, pour le dire un peu rapidement, le tiers de confiance. C'est-à-dire, elle est la garante. Ça n'est pas apporter une accusation à l'endroit des laboratoires. Ils ne sont pas, évidemment, ils en sont aussi soucieux, mais nous incarnons finalement la garantie publique, entre guillemets. On est les garants du respect de ce bon usage, du respect de la conformité ou du fait que ces projets seront bien autour de cette finalité de trouver des nouvelles solutions et n'auront pas d'autres vocations. Et on dispose à cet effet d'un droit de veto au sein de l'association, la puissance publique, mais et l'INCa, en fait, a les droits de vote pour, c'est-à-dire on peut s'opposer à un projet qui ne serait pas respectueux de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un point qui est assez central dans la gouvernance, mais qui pour nous est vraiment déterminant. Puis on a, en dehors des procédures qui existent déjà, un cadre qui vise quand même à nous assurer collectivement par de la transparence, par un regard critique sur ce que va faire l'association à travers des comités de parties prenantes, raconter ce que va faire cette association et ne pas en faire une boîte noire dont personne ne saurait exactement ce qui s'y fait. Donc les choses seront au maximum de ce qu'on peut faire en termes de transparence. Nous ne sommes pas des ayatollahs de la transparence. Le 100% de transparence ne nous satisfait pas et n'est pas un objectif pour nous, mais c'est qu'il y a quand même un niveau important que nous souhaitons atteindre pour donner à voir ce que nous faisons et rassurer. Et puis on a dans la gouvernance un comité des parties prenantes qui est notre façon aussi d'ouvrir l'association et ce qu'elle va faire à des acteurs que sont les startups, les biotech, tous ces acteurs de l'écosystème qu'on voudrait intéresser à ces sujets-là, à ces données-là, pour faire naître des projets supplémentaires. Et en particulier, là, si on rôde, entre guillemets, le modèle avec les laboratoires, et moi, je pense que la partie startup, elle est très importante.
parce qu'elles sont encore moins outillées que les grands laboratoires ou en tout cas l'accès aux données n'est pas forcément plus simple pour elles, et la capacité à mobiliser une expertise pour qualifier la donnée et en donner le sens est encore moins facile. Donc voilà grosso modo, et on rajoute à ça dans ce périmètre-là cet objectif, cette ambition que nous avons qui est d'étendre la plateforme de données en cancérologie. Aujourd'hui, on a en France une base de données qui est absolument gigantesque, mais qui est médico-administrative, qui est le SNDS. On a des sources de données médicales, mais toutes ces sources sont assez éclatées. Et on n'a pas d'endroit où on peut avoir une vision d'ensemble. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est, ayant construit cette brique dédiée à la cancérologie sur les données médico-administratives, nous voulons y adjoindre de nouvelles sources de plus en plus médicales, qui vont être de plus en plus utiles, on l'espère en tout cas, et riches d'enseignements pour les labos qui se présenteront. Je ne l'ai pas dit, mais il est bien sûr évident que tous les chercheurs et toute la recherche académique aura accès aussi accès déjà à cette plateforme. Et donc, on va ajouter des données sur les registres des cancers, donc qui disposent de données médicales sur les traitements et les diagnostics beaucoup plus précis, sur les dépistages, sur les comptes rendus de la cancérologie est organisée avec des décisions qui sont pluridisciplinaires. Donc, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires, donc on aura les décisions thérapeutiques et les stratégies thérapeutiques qui ont été prises, les comptes rendus de génétique moléculaire qui sont faits lorsqu'on essaie d'identifier des altérations moléculaires à certaines tumeurs. On aura à terme aussi des données sur toute la prescription médicamenteuse hospitalière. Et donc, c'est le deuxième pan de ce projet-là. Ça reste dans l'escarcelle du pilotage exclusif de l'Institut national du cancer, mais ça va dans ce bloc-là qui est de construire et d'enrichir ce panel de données pour le rendre, de le médicaliser, pour le rendre très accessible à l'ensemble de l'écosystème public-privé, voilà, avec cette finalité que je redis, qui est celle d'aider à développer des solutions thérapeutiques, des diagnostics demain, et de faire en sorte qu'en France, les laboratoires trouvent une attractivité ou un intérêt supplémentaire par la possibilité, en mobilisant ces données-là, de développer plus facilement les solutions thérapeutiques qu'ils veulent développer. Voilà en quelques mots ce qu'est la filière intelligence artificielle et cancer qui existe. Donc, Marco Fiorini la pilote de manière plus précise en ce moment-là. Donc, elle a eu une assemblée générale constitutive, des conseils d'administration. Et donc, voilà, notre enjeu, ça va être, à partir de ces ambitions-là, d'arriver à démontrer que cette intuition et ce projet-là fait sens dans l'écosystème dans lequel nous nous insérons. Et vis-à-vis du hub, nous intervenons un peu en amont. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose que le hub ne fait pas forcément, c'est-à-dire d'apporter l'expertise clinique. Et on fait quelque chose qui va être utile au hub, c'est justement tout ce travail de discussion avec les producteurs de données, de structuration des données, d'homogénéisation de la donnée, d'interopérabilité de la donnée, d'appariement de la donnée. C'est quelque chose que nous allons faire et qui ensuite pourra être déversé en tant que besoin dans le Health Data Hub. Voilà en quelques mots et sans diapo, vous m'en excuserez, ce que je pouvais vous dire sur la FIAC, et si vous avez des questions, c'est bien sûr avec plaisir. Merci beaucoup. Je n'ai pas de locaux à inaugurer, je ne peux pas vous proposer, comme le professeur Ténière, un pot en terrasse. Donc, voilà, je préfère le dire tout de suite. Merci, c'était très bien. Des fois, sans diapo, c'est même des fois mieux. À partir du moment où vous maîtrisez bien votre sujet. En tout cas, c'est une belle illustration de la tendance qu'a décrit Céline en introduction, de ces partenariats finalement entre public et privé. En attendant des premières questions, moi j'en avais une sur les laboratoires qui participent au financement. Est-ce qu'ils sont aussi porteurs de projets eux-mêmes? Oui, on a dans la martingale, comme on dit, on a octroyé un droit à 2 projets par laboratoire fondateur.
Voilà, donc il ne faut pas en déduire un coût unitaire du projet, hein, parce que le coût unitaire du projet sera beaucoup plus réduit en réalité, hein. Donc il y a un investissement clair, hein, des laboratoires fondateurs qui va au-delà de ce que représentent les 2 projets qu'ils pourront présenter. Et notre logique est vraiment de rendre cette mécanique-là la plus accessible possible, hein, je le disais, y compris au niveau des startups. Y compris, et bien sûr financièrement. Donc, il ne faut pas que ça coûte trop cher, quoi. Alors, on a une question de Laurent Mignon et Oui. qui demande justement si justement ce projet, en fait, cette association n'aurait pas toute sa place dans Paris Santé Campus dont on vient de voir, puisque c'est vrai que Paris Santé Campus a une volonté d'être avec une vision aussi internationale. Et c'est vrai que la data en oncologie aujourd'hui est primordiale pour avoir justement cette envergure aussi. Donc finalement, est-ce que ça n'aurait pas toute sa place dans ce grand champ? Oui, sans rompre un secret, bon, l'association en tant que telle, il est effectivement question qu'elle rejoigne le campus, hein, donc, parce qu'effectivement, ça fait sens. Puis quand on voit ce qu'a présenté le professeur Ténière tout à l'heure, bon, c'est évident que c'est d'un très très grand intérêt. Et que cette association qui va avoir aussi des compétences autour de data management, de data scientist, et un savoir finalement qu'elle va avoir sur l'utilisation des données cliniques, elle gagnerait beaucoup à être avec d'autres organismes de recherche et d'autres acteurs. Elle est toute petite parce qu'elle va représenter 5 à 6 personnes, hein. Mais en tout cas, il est important qu'elle soit en interaction. Logiquement, alors je ne sais pas si l'accord est scellé encore, mais c'était en cours de discussion. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en attendant, c'est vrai que de ce qu'on voit, c'est très centré aujourd'hui sur la recherche à travers la donnée. Est-ce que vous avez prévu d'autres champs d'intervention par la suite? Ou est-ce que, c'est-à-dire par exemple avec des startups, déployer des solutions d'accompagnement directement des patients en oncologie, ou vous restez vraiment sur cette optique de recherche? Alors, dans le cadre de la filière intelligence artificielle et cancer, on est plutôt orienté recherche. Hein, oui, parce que, voilà, alors recherche au sens large, hein, c'est-à-dire c'est pas que de la recherche scientifique au sens médical, ou ça peut être aussi de la recherche organisationnelle, de la recherche qui vont être sur des questions qui paraissent connexes dans le parcours, mais qui sont très importantes, sur l'impact social, le maintien en emploi. Parce que là, j'ai décrit quelques sources qui vont plutôt du côté des sources des données médicales, mais on a aussi un travail qu'on engage avec la CNAV, donc l'assurance vieillesse, pour mieux reconstituer les parcours professionnels et voir l'impact de la maladie sur les parcours, hein. Donc, il y a vraiment les différents types de recherche, mais c'est plutôt orienté là-dessus parce que on a un autre cadre en fait qui n'est pas dans la filière intelligence artificielle pour justement travailler sur la bonne réponse aux besoins patients et le déploiement de ces réponses. On a mis en place il y a un peu plus d'1 an un Living Lab avec le Liberté Living Lab de Paris, et c'est dans ce Living Lab qu'on va travailler sur des solutions qui sont souvent des solutions de e-santé entendues au sens large, pour essayer de voir si elles répondent bien aux besoins ou les faire répondre aux besoins, et ensuite voir comment on peut les déployer. C'est dans ce cadre-là. Et donc, à titre voilà, d'exemple, là, on est en train de travailler dans le Living Lab sur pas des solutions, mais une solution ou un cadre, en tout cas, qui pourrait s'imposer à des solutions de télésurveillance. Voilà. Parce qu'on voit dans la littérature scientifique que la télésurveillance est bénéfique, et on en observe, on en constate le bénéfice en termes de survie, hein, mais selon certaines conditions. Hein, et donc, on essaie, dans le cadre du Living Lab, en réunissant patients, laboratoires, start-up, financeurs, de mettre tout le monde autour de la table et de faire se matcher ses besoins, ces exigences scientifiques, les solutions qui peuvent déjà exister, pour demain avoir un cadre qui favorisera le déploiement de ce type de solution. Mais c'est plutôt
via le Living Lab et d'autres organisations que l'on envisage le déploiement de solutions. Mais la chaîne, en fait, pourrait très bien être, on développe quelque chose et on l'imagine, on le conçoit et on le développe en s'appuyant sur la FIAC. Et ensuite, on perfectionne cette réponse aux besoins du service avec le Living Lab. Oui, très bien, c'est vrai que ça ferait sens. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être pour Thierry Breton? Alors, du coup, moi, j'en ai juste une dernière. Et puis, on pourra passer du coup au sujet suivant. C'est aujourd'hui, on voit qu'il y a ce projet. Est-ce que le numérique au sens large prend une place importante aujourd'hui à l'Institut, quels que soient finalement les projets? Ça prend une place croissante? Oui, ça prend une place croissante. Alors, dans la recherche, on vient d'en parler. Ça prend une place croissante notamment dans le service. Dans la stratégie décennale, on a pris, donc stratégie décennale de lutte contre les cancers, qui est, peut-être avez-vous connu les plans cancer, c'est la suite des plans cancer, plus ni moins, qui a été fixée par le président de la République là, le 4 février dernier, hein, donc 10 ans, 234 mesures sur une feuille de route de 5 ans, 1,7 milliard au global de budget. Bon, et toute la communauté de la cancérologie et tous les acteurs alignés sur les objectifs. Dans cette stratégie, on a eu quelques principes directeurs qui ont présidé à sa conception, dont un des principes qui est de faire en sorte d'améliorer le service. Et quand on dit améliorer le service, ça veut dire enrichir le service qu'on apporte aux patients, aux Français et aux Françaises d'une manière générale lorsqu'on est dans le champ de la prévention, donc en population générale, aux professionnels de santé, aux institutions, aux laboratoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, puissance publique, pour apporter plus de services, pour apporter des services enrichis, pour apporter des services améliorés qui vont faciliter le quotidien, pour ne prendre que cet exemple. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, souvent, une réponse possible va passer par la digitalisation, pardon, et le recours à des outils numériques qui ne sont pas forcément des applis, parce que ce n'est pas forcément dans une appli qui est la réponse à tout, mais en tout cas par des services qui vont pouvoir être projetés plus facilement via les outils numériques. Avec un petit bémol auquel il faut faire attention, hein, c'est notamment, alors peut-être que vous l'avez vu un peu dans l'actualité du moment, hein, le risque aussi, c'est à tout dématérialiser, notamment sur les procédures. On perd une partie des Françaises et des Français. Hein. Oui, il y a une fracture numérique. Qui est la fracture numérique, ce n'est pas qu'un mot, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus en difficulté vis-à-vis de ce type de démarche et que le 100% digital prendrait le risque de le laisser de côté. Donc, il faut qu'on trouve le juste équilibre. Et puis, on espère prospérer un peu sur les bénéfices, il faut bien qu'il y en ait de la pandémie, hein, qui est quand même le développement au moins temporaire, transitoire de la télémédecine, c'est-à-dire cette capacité aussi à déporter le diagnostic, à organiser la relation entre le médecin et son patient de manière un peu différente, qui peut présenter un intérêt, qui peut être un complément aussi à la télésurveillance. Donc oui, c'est un point qui est la numérisation dans ce cadre-là pour appuyer le développement de nouveaux services est un point important. Merci beaucoup Thierry pour cet éclairage sur ce beau projet. Je vous propose maintenant Merci à vous. Au revoir. Merci. De donner la parole à Thibaut Naline qui va nous parler d'une autre forme finalement d'accompagnement dans l'accélération de la e-santé et notamment l'accompagnement de tout l'écosystème qui existe et donc à travers tout ce qui est fait au sein de France Digital autour de l'e-santé. Donc Thibaut, je te laisse la main. Merci beaucoup Rémi. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? J'ai les droits ou pas? Oui, a priori c'est bon. Alors ouais, c'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Très bien. Super. Alors, donc, je ne sais pas si vous connaissez France Digital, parce que tout le monde ne connaît pas forcément France Digital. France Digital, c'est en fait issu en fait du mouvement des pigeons. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement des pigeons, où les entrepreneurs disaient on ne peut pas se faire pigeonner. C'était au moment où Hollande était président. Et en fait, c'est un certain nombre d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont allés voir le gouvernement
en disant, si vous voulez qu'il y ait des entrepreneurs, des startups en France, il y a un certain nombre de prérequis. Et donc, c'est issu de ça. Et donc, à date, en fait, c'est pas forcément connu, mais on est super fiers parce que ça représente 1800 membres, à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Et c'est la plus grande association européenne de startups et de VC en Europe. Donc, c'est à la fois donc France Digital en France et on fait partie d'un certain nombre d'associations européennes aussi également. Voilà. Et sur la santé, c'est plus petit, hein, c'est environ 150 membres. Et donc, l'objectif de France Digital, il est double. En gros, c'est surtout de faire émerger des champions du digital. Et pour ça, il y a plusieurs actions. Il y a une des actions, c'est parce que les startups ont besoin de financement, donc c'est faire rencontrer en fait les entrepreneurs, les investisseurs ensemble. La deuxième, et après je ferai un zoom bien sûr sur la santé. La deuxième, c'est échanger avec les pouvoirs publics, notamment sur toute la partie réglementaire, parce que par exemple, un certain nombre de startups qui veulent partir à l'étranger pour scaler sont confrontés à des contraintes réglementaires en France qui sont différentes en Europe. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de pouvoir grossir rapidement. Donc, c'est travailler avec à la fois le gouvernement français, mais également l'Europe pour justement faciliter la possibilité aux startups de partir à l'international. Et le troisième point, c'est le recrutement. Et donc, c'est un certain nombre aussi de best practices que un peu les grands frères, donc les grosses startups qui ont réussi, vont faire aux plus jeunes pour les aider en fait à grossir. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je propose que vous me posiez des questions au fil de l'eau. Sur l'e-santé, c'est assez récent, hein, ça fait un peu moins de 2 ans que cette task force existe. Donc moi, je me suis pas présenté, donc je m'appelle Thibaut Naline et je suis salarié en fait de l'IFUN, qui est une startup dans la santé. J'ai travaillé auparavant en tant que salarié chez France Digital, je m'occupe des partenariats. Et maintenant, on est plusieurs, mais je participe à l'animation de cet écosystème santé chez France Digital. Donc, il y a environ 150 startups et VC, donc il n'y a pas que des startups. Et l'objectif, comme effectivement je le disais au global pour France Digital, hein, c'est aider les startups à grossir et à émerger. Donc, il y a un certain nombre de task force qui se créent, qui ne sont pas forcément contrairement à un certain nombre de grands groupes qui existent, ou de syndicats ou de lobbies, c'est assez, jeune, on n'est pas très nombreux non plus. Du coup, il y a vraiment des task force qui vont se faire en fonction on en parlera après, mais d'une problématique donnée. Donc, par exemple, là, avec la nouvelle loi qui va sortir, notamment sur le financement de la télésurveillance, il y a un certain nombre de startups qui se disent, voilà, je comprends pas trop comment ça va se passer, on ne peut pas le gouvernement. Donc là, il y a une quinzaine de startups qui sont en train de discuter ensemble et qu'on a des rendez-vous avec à la fois l'ANS et le gouvernement pour échanger là-dessus. Bref, il y a vraiment des task force qui se font et qui se défont en fonction de certaines problématiques. Et donc, dans les travaux qu'on a eus, il y a notamment un mapping, bien sûr, mais on a pas mal travaillé sur le Ségur de la santé, sur lequel on a été sollicité. On a beaucoup travaillé aussi sur le PIA 4. On a été sollicité, en fait, le gouvernement voulait avoir une vision finalement de ce que pensaient les startups de France Digital sur un peu la wishlist pour que les startups puissent accélérer. Et donc, on a fait une cinquantaine de réunions, d'entretien pour noter un peu tous les besoins des startups. Et après, c'est un document qu'on a remis au gouvernement. Voilà, donc ça, c'est un deuxième exemple d'action qu'on a. Et après, comme je vous le disais, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont créées. Donc là, c'est les task force en cours, mais il y en a d'autres qui sont en train de se développer. Hein. C'est hébergement de santé, digitalisation du parcours de soins, l'interopérabilité, l'accès au marché. Enfin voilà, donc c'est vraiment ça, en fait, hein, toutes ces actions-là qui ressortent de nos membres, qu'on essaye de faire émerger. C'est souvent, on a un Slack en fait où pas mal de personnes échangent et en fonction de problématiques de certaines startups, on essaie de pousser fort pour répondre aux besoins. Voilà sur France Digital, la Task Force e-santé. Du coup, j'aurais une question, Thibaut. Oui. Du coup, ce sont uniquement des startups et des VC ou ça peut être d'autres acteurs santé qui peuvent intégrer Oui, alors c'est une association, hein, France Digital, donc il faut être absolument une start-up ou un entrepreneur. Après, il y a donc pour être membre. Donc d'ailleurs, il y a 20 personnes au board, 10 personnes sont des entrepreneurs et 10 sont des investisseurs. Vous pouvez regarder sur le site. Donc, par exemple, Frédéric Mazella, qui est assez connu, est un des coprésidents. Et donc, c'est les membres qui élisent le board. Et après, il y a des task force.
Donc, effectivement, il faut être ou une startup ou un entrepreneur, un business angel ou un VC pour être membre. En revanche, il y a des partenariats qui sont faits. Il y a un certain nombre de grands groupes qui sont effectivement partenaires de France Digital. Et donc, par exemple, dans le Slack qu'on a créé, on a créé des sous-channels avec un certain nombre de partenaires. Donc, par exemple, le Elzatub, c'est un exemple. Et donc, du coup, ça permet justement de réduire la friction entre les échanges entre, par exemple, le Elzatub et les startups. Ok. Merci. Voilà. Donc, France Digital s'inscrit dans ce panorama, le panorama qu'on a évoqué d'ailleurs tout au début dans cette très belle intro. Donc, il y a un certain nombre de startups. Alors, le chiffre, j'ai du mal à savoir précisément, parce qu'il a explosé en fait récemment le nombre de startups en France en e-santé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de startups. Et ce dont on se rend compte, c'est que la majorité des startups sont très récentes. Plus de 71% de startups ont été créées en moins de 5 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Hospiup a fait un sondage au niveau de la FHF en disant que les 3/4 des hôpitaux n'avaient jamais travaillé avec des startups. Donc ça, c'est un sondage qui a eu lieu l'année dernière. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une explosion des startups, mais par contre, pour l'instant, les startups ont du mal à travailler avec les hôpitaux. Et du coup, la question un peu d'aujourd'hui, en tout cas ce que j'avais compris, c'était pourquoi et comment les startups doivent accélérer en fait dans le système de santé. Et en fait, un sujet intéressant, c'est que effectivement le Covid a été révélateur de plein de choses. En fait, on s'est rendu compte que finalement le système de santé allait craquer pendant le Covid. Et pour quelles raisons? Parce que il y avait trop de personnes qui allaient à l'hôpital en fait. Et ce qu'on a vécu avec le Covid, on va le vivre tous les jours dans 10 ans, mais vraiment tous les jours. Et pour quelles raisons? C'est hyper simple, pour 2 raisons. 1, parce qu'il y a de plus en plus de malades chroniques, et 2, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Sauf qu'il y a toujours autant d'hôpitaux, en fait, et autant de soignants. Donc, mathématiquement, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas aller à l'hôpital tout le temps. Et donc, on va vivre ce qu'on a vécu, finalement, au moment du Covid, en disant, n'allez pas à l'hôpital, c'est trop compliqué, ça bloque tout, etc. Et du coup, les startups e-santé qui sont en train d'exploser, c'est une des solutions, c'est pas la seule, mais qui peut permettre de justement faire que le système ne va pas craquer et de continuer à nous soigner. Donc ça, bon, voilà, c'était pour illustrer en fait effectivement l'explosion. Donc ça, et on en reparlera après, mais il y a une importance en fait, le pourquoi, et après on parlera du comment, mais c'est, à mon sens, c'est une question de survie, c'est-à-dire que c'est impératif, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu en fait finalement un certain nombre de startups e-santé qui seraient nées ou en tout cas qui auraient proposé leur solution pendant le Covid, ça aurait été dramatique. Et du coup, on se rend compte que c'est nécessaire, c'est une question de survie en fait. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que on se rend compte que dans le système de soins, c'est très orienté en fait au départ vers les médecins, vers les hôpitaux. Donc les patients allaient à l'hôpital, allaient voir leur médecin. Et maintenant, c'est un peu différent. En tout cas, la nouvelle génération, en tout cas moi, c'est ce qu'on ressent et les échos que je rencontre quand je rencontre un certain nombre de startups et de jeunes, ils disent j'ai envie de consommer en fait la santé. Ils disent en plus ce terme de consommation, un peu comme je consomme Netflix, quoi. C'est-à-dire de dire la santé va venir plutôt vers moi, plus que en fait, je n'ai pas envie de regarder mon programme, j'ai envie de regarder Netflix et regarder ce que je veux. C'est pareil pour la santé. Quelqu'un qui a une question spécifique en fait sur son enfant, il veut pas attendre le lundi matin pour voir son médecin pour y répondre. Et du coup, il veut avoir tout de suite une réponse. D'ailleurs, un point assez intéressant, c'est que 80% des personnes qui vont dans les urgences pédiatriques ne devraient pas aller aux urgences pédiatriques. Ce qui est énorme. Et pour quelles raisons? En fait, le problème, c'est que finalement, elles y vont, mais parce qu'elles ont très peur pour leurs enfants, etc. Mais il y aurait des solutions, et ça existe d'ailleurs de e-santé, qui permettraient de répondre très rapidement aux questions qu'un jeune papa ou une jeune maman se pose. Ça éviterait en fait à cette personne-là d'attendre 3 heures dans un hôpital le dimanche soir, et ça éviterait aussi que ça coûte, je crois, 250 € en moyenne ou 280 € un passage aux urgences. Donc du coup, c'est un coût à la société à enlever. Donc, ça, c'est un exemple d'une autre startup, voilà, qui s'appelle Biloba, que j'ai rencontré la semaine dernière, il y a 2 semaines, et qui me disait, voilà, j'ai créé ça pendant le Covid, c'est en train d'exploser, et moi, je propose un chat avec des infirmières, des médecins, ouvert tous les jours, de 7h du matin à 22h, et ça cartonne, parce que les gens ont besoin de ça. Du coup, il y a un vrai enjeu, en tout cas, à mon sens, de pouvoir proposer des solutions e-santé pour, répondre ça c'est vraiment au système de soins qui fait qu'à date, en tout cas, ça va être très difficile de la survie du système de soins s'il n'y a pas des nouvelles solutions comme e-santé. Donc ça, c'est
le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a un autre mode de consommation qui se fait maintenant assez différemment qu'avant, qui est de dire tout va plutôt converger en fait vers les patients. Et le patient va se prendre un peu en main. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas du tout avoir besoin de médecin, au contraire, plus, mais c'est plus lui qui va être plutôt, comment dire, à tout moment, essayer de pouvoir piloter, questionner, etc., avec un certain nombre d'applications. Et d'ailleurs, l'espace de numérique de santé est extrêmement intéressant vis-à-vis de ces deux sujets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà le pourquoi, en fait? Non, et c'est vrai que finalement, il y a aussi la baisse de la démographie médicale, hein. Donc ça accentue encore plus finalement. Oui, c'est ça. Enfin, alors, je suis pas sûr de la stat, c'est mon médecin traitant qui m'a dit ça, qui est parti à la retraite, et qui m'a dit que, en fait, lui, en partant à la retraite, il faut environ 2,1 médecins pour le remplacer. Pourquoi? Parce que, en fait, il travaille énormément le week-end. Maintenant, les jeunes ne veulent pas forcément travailler le samedi toute la journée, etc., et faire des horaires incroyables. Deux, il y a plus de femmes et c'est une super bonne nouvelle, des enfants, et donc du coup, il y a aussi des congés maternité un peu plus importants. Donc de fait, en fait, il y a beaucoup moins, proportionnellement moins de temps de médecins traitants effectivement pour les Français. Sinon, il y avait une question sur la typologie en fait des startups qui sont membres de cette Task Force e-santé. Est-ce qu'elles sont toutes concentrées sur les mêmes sujets, type la télémédecine, ou est-ce que c'est assez diversifié? Non, en fait, alors, je dirais qu'il y a deux types de startups. Il y a quelques grosses startups, par exemple des Doctolib, par exemple, qui font partie des grosses startups. Donc, il y a souvent, chez France Digital, il y a un peu les grands frères, donc ceux qui ont effectivement levé pas mal d'argent, certains qui ont levé, mais aussi qui ont réussi, parce que lever, c'est bien, mais après, c'est d'avoir un business model et d'être rentable. Donc, il y a ce type de startup, les BioSerenity, il y a des startups de grosse taille. Et après, il y a souvent plein de petites startups qui sont très récentes et qui, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont mourir, en fait, parce qu'elles ne sont pas financées, parce qu'elles n'ont pas trouvé de business model, parce que pour plein de freins, on en parlera après. Et donc là, pour répondre à ta question, Rémi, non, c'est assez large, en fait. C'est vraiment très, très large. Et même, alors, est-ce que c'est la l'e-santé ou pas, mais il y a un certain nombre de startups, par exemple, de bien-être. Donc, par exemple, des apps type, je sais pas moi, yoga, il y a vraiment, c'est assez large en fait, mais qui peuvent être considérés finalement, en tout cas, qui sont impliqués dans cette task force-là, parce que ça peut apporter de la valeur aux Français, notamment voilà. Et c'est sûr qu'à très court terme, en fait, on l'a vu, il y a eu une explosion d'un certain nombre de startups liées au tout ce qui était suivi, télésurveillance, téléconsultation, tout ça depuis le Covid, quoi. Ok. Et alors, donc, comment accélérer en fait comment accélérer la e-santé en France? Donc, la France, en fait, a effectivement, un des gros sujets, c'est de dire, c'est important de partager la donnée. Donc, il y avait une initiative qui avait été faite par le gouvernement, le DMP, et les résultats sont un peu timides. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, en fait, à date, en fait, il y a des acteurs américains notamment qui cartonnent. C'est la montre la plus vendue finalement au monde, c'est l'Apple Watch. Elle fait déjà un certain nombre d'informations sur la santé. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu de collaboration entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que le public puisse faire tout seul. Et ça, je pense que nous en avons pris conscience. Je pense que c'est dangereux peut-être que le privé fasse tout. Si le public veut tout faire tout seul, le risque, c'est qu'il y ait des acteurs étrangers qui proposent des super solutions, donc c'est plutôt sain à destination des Français, mais pas forcément régulé en fait en France. C'est-à-dire que toute la donnée médicale partirait ailleurs et on dit on a fait des super lois, mais en fait ça sert à rien parce que tout le monde utilise en fait son Apple Watch mais ce qui est très bien à soi, mais parce que son médecin lui demande un certain nombre d'informations et que on aura tout sur son Apple Watch. Et du coup, toutes les lois qu'on a mis en place, ça va strictement rien. Et donc du coup, c'est peut-être de trouver un intermédiaire, c'est-à-dire de dire comment faire pour que finalement, il y ait plus d'innovation et qu'il y ait une sorte de co-construction de l'innovation en France avec les acteurs privés et publics. Et pourquoi, en fait, en France, on a plein d'ingénieurs, on a plein de startups, etc. Mais pourquoi ça n'a pas vraiment décollé pour l'instant, ou peu, en tout cas, ou pas assez? C'est que malheureusement, ça coûte très cher en France d'avoir, en fait, en termes de clients, des médecins des hôpitaux. Une startup qui veut travailler avec un hôpital, elle met plus un an en fait à signer un contrat, à s'intégrer, etc. Donc le coût
d'accès en fait au marché est énorme. Et du coup, comme il est énorme, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, les acteurs, les industriels, hein, comme ils avaient dépensé beaucoup d'argent à faire ça, ils ont mis un peu des murs en disant on se débrouille pour tout bloquer, pour éviter que, parce que mon asset premier, c'est pas tellement mon produit, enfin c'est certes mon produit, mais c'est surtout mon client, quoi. Et du coup, c'est un peu tragique en fait, parce que du coup, les jeunes acteurs qui essaient d'aller sur le marché, ils peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité, par exemple, des systèmes de santé dans les hôpitaux, parce qu'il y a plein de freins, etc. Finalement, les industriels qui sont ancrés depuis très longtemps dans les hôpitaux, elles manquent peut-être elles se font pas assez challenger sur l'aspect, je pense, technique. Et donc le risque, c'est que à côté, il y a une compétition féroce dans d'autres pays, et du coup, il y a des produits qui sont hyper aboutis dans d'autres produits parce qu'il y a la compétition et l'innovation. Et donc le risque, c'est qu'un jour, il y ait à nouveau un gros changement radical et il n'y ait plus du tout de souveraineté sur ces sujets-là, quoi. Et du coup, comment faire? En fait, un des sujets, donc ça, c'est ce que j'essaie de traduire, c'est que dans un hôpital, effectivement, c'est assez incroyable de voir le manque d'interopérabilité des systèmes d'information. Donc à nouveau, on en a tous conscience. Le gouvernement fait un énorme travail avec le Ségur. C'est d'ailleurs le sujet du Ségur. C'est notamment les échanges de documents médicaux et l'interopérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et du coup, je pense que si on arrive à faire que finalement la compétition ne se fasse plus sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'accès au marché, l'interopérabilité des informations, mais plutôt sur le produit en soi, si tout le monde, tout d'un coup, peut avoir accès à tous les hôpitaux de France, à tous les médecins, que les applications sous réserve qu'il y a un certain nombre de garanties, stockage de données, interopérabilité, etc. Enfin bref, une couche de base respectent ça. S'ils peuvent proposer leurs outils, la compétition, elle va plus se faire à nouveau sur les clients, mais plutôt sur le produit. Et donc, c'est extrêmement bien, enfin, c'est extrêmement vertueux. Ça a forcé en fait les gens à essayer d'innover au maximum. Ça crée une compétition. Et donc, ça va pousser vers l'avant, je pense, plein d'acteurs, plein de startups, et faire que demain, elles vont proposer des super solutions en fait qui pourront être financées en France, et même demain pouvoir les vendre à l'étranger. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. La délégation du numérique en santé contribue à ça, justement, à cette évolution. Tout à fait. Après, ce qui est compliqué, c'est que la frontière est très fine. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, et c'est un certain nombre de membres de France Digital qui sont pas forcément, ils sont très contents en tout cas de ce que fait la DNS. Après, la frontière est très fine entre proposer finalement un cadre d'interopérabilité, cette fameuse couche un peu de Lego ou brique maison où les gens puissent construire des choses. Après, la question, c'est de dire, est-ce que c'est juste ça ou est-ce que le gouvernement construit lui-même en fait des solutions? Et c'est là où en fait la frontière est un peu fine en fait. Et en tout cas, les startups sont très attentifs en ça, en disant c'est très bien. Par contre, il faut qu'on puisse pousser nous-mêmes nos propres solutions, qu'on ne soit pas forcément en compétition avec des solutions que va développer en fait le gouvernement. Voilà, c'était. Est-ce que vous avez des questions? C'est un dernier slide. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? J'essaie de tenir avant 20h parce que je sais que. Non, sur le dernier sujet évoqué, c'est vrai qu'il y a l'espace, mon espace santé, oui, a vocation à justement ouvrir à tout l'écosystème et ne pas proposer des solutions qui viennent du public, enfin qui viennent du gouvernement. Oui, tout à fait. C'est Oui, il y a une question. Il y a aussi juste attention, ce que vous n'avez pas évoqué là, c'est aussi un marché tenu par des éditeurs en fait. C'est-à-dire l'hôpital ou autre, hein, c'est aussi des éditeurs, des acteurs privés qui ont ce marché-là, qui le bloquent en fait. L'hôpital en soi, il ne fabrique pas de système d'information, mais c'est des éditeurs qui proposent. Non, mais c'est un très bon point. En fait, c'est ce que je disais quand je montrais en fait effectivement les prises en plein de prises différentes en créant ses propres prises et ces murs en fait ça bloque l'innovation et du coup quand effectivement vous êtes présent dans un hôpital et que vous avez dossier patient informatisé de tout l'hôpital va mettre 2 ans avant de changer, donc elle va pas forcément changer facilement et ça va être extrêmement compliqué. Je pense que c'est là où le gouvernement a effectivement un rôle à jouer, et il le joue au passage, c'est d'imposer un certain nombre de règles d'interopérabilité en disant oui, hôpital, je suis prêt à te financer. Au passage, les hôpitaux ne sont pas assez financés en IT par rapport à nos voisins
donc il devrait au moins doubler ou tripler, mais en tout cas, de dire oui, je suis prêt à financer une partie de ton IT si tu respectes un certain nombre de règles, notamment d'interopérabilité. Et donc, à travers le Ségur, effectivement, ce que va faire le gouvernement, c'est financer la mise en conformité de cette interopérabilité finalement directement payée aux éditeurs et une partie d'usage liée aux hôpitaux, quoi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Sinon, je vous propose que du coup qu'on clôture cette intervention de Thibaut. Merci beaucoup en tout cas Thibaut de nous avoir présenté. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément très bien ce que fait exactement France Digital, donc c'était bien d'avoir cet éclairage. Après, juste peut-être Rémi, pour vraiment, le France Digital en soi, c'est une association qui est assez grosse quand même, hein. Il y a 2000 startups assez écoutées par le gouvernement. Après, l'initiative de santé est petite quand même, récente. On fait avec nos petits bras entre guillemets, donc on a beaucoup d'humilité parce qu'on essaye d'aller plus vite, mais souvent les startups, elles n'ont pas forcément de directeur d'affaires publiques, c'est souvent le PDG qui fait ça. Donc, on se rend compte que c'est assez important de le faire, en fait, contrairement à peut-être d'autres organismes qui sont très bien, d'ailleurs, qui le font super bien, mais qui ont, toutes les grosses entreprises ont tous 3 personnes dédiées full-time, payées pour faire du lobby. C'est pas un mauvais mot, hein, le lobby, hein, c'est juste de représenter vis-à-vis du gouvernement, etc. Et ça, les startups ne le font pas. Donc, nous, on essaye au moins de faire profiter à chacun qu'on a des infos et les faire circuler. Mais ça reste encore tout petit. Donc, on est assez humble dans ce qu'on fait, mais on essaie de faire mieux, quoi. Non, mais en tout cas, c'est une belle initiative. Merci. Alors, je vous propose juste pour clôturer cette rencontre IRL, juste partager quelques actualités rapides du Club Digital Santé. Tout simplement, déjà, vous dire que on prévoit une prochaine IRL en décembre qui portera avec comme thème 2022, tous connectés à sa santé. Donc, on vous dévoilera le programme prochainement et l'objectif, c'est de faire cette rencontre, mais vraiment en IRL, donc en physique, parce que c'est vrai qu'on en a un peu assez des visios, on aimerait bien pouvoir revoir un peu tout l'écosystème. Donc, on vous tiendra informé très prochainement. Et puis, dans les partenariats que nous avons aussi en cours, nous avons la possibilité, pour ceux qui le souhaitent aussi, de pouvoir écrire des tribunes sur notre site. L'idée, c'est de pouvoir partager une vision, une réflexion sur la e-santé, en restant dans un cadre, bien sûr, de ne pas être dans l'autopromotion. En tout cas, c'est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Au niveau des partenariats, donc, il y a le Festival de la communication santé, dont on est partenaire depuis plusieurs années, avec notamment le prix Startup. Et donc, il y a eu une annonce il y a quelques jours, justement, d'un changement d'organisation de cette édition, avec du coup une semaine au mois de novembre, donc la semaine du 22 novembre, où il y aura des événements tous les jours autour de la communication santé, avec des conférences et ateliers. Et puis, il y aura en janvier, sur une journée complète, les pitchs de tous les jurys, donc notamment pour le prix Startup. Puis, il y aura des conférences et la remise des prix en fin de journée. Donc, ça aura lieu donc, à Deauville le 21 janvier prochain. Au niveau des partenariats, nous sommes aussi partenaires donc, de Santexpo, qui a scindé en deux son édition cette année. Donc, on avait participé au mois de mars avec un sujet sur la gamification à l'hôpital. Et donc, en novembre, début novembre, il y a une nouvelle édition qui est en format hybride, avec des formats en ligne et aussi en présentiel. Et puis enfin, on soutient également une initiative qui a lieu fin novembre, qui est une journée de réflexion autour de tout ce qui est tous les enjeux éthiques et numériques, qui est organisée donc, par le groupe Vive avec différents acteurs, et notamment la Health Factory, et donc qui aura lieu donc, à Toulouse fin novembre, et donc vous pouvez participer et vous inscrire à cet événement. Donc, merci à tous d'avoir pu participer donc, à cette rencontre IRL. Et puis, on espère vous voir prochainement à notre IRL du mois de décembre. Merci beaucoup.